Bonjour à tous. Il est 11h29, on a déjà quelques participants. On va attendre encore une petite minute et on essaiera de commencer effectivement à l'heure parce que ce webinaire sur ce sujet important et très intéressant est assez dense. Donc, on va démarrer à l'heure. Alors, pour ceux qui auraient un quelconque souci, vous pouvez interagir avec nous dans le bloc de droite pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Normalement, on nous entend bien et on voit bien, mais n'hésitez pas. C'est un parterre 100% féminin aujourd'hui. Laetitia, on voit des petites pop-up à gauche. Ah bah voilà, bon, parfait. Super. Tout est bon. Bon, bah, écoutez, on va démarrer. Alors déjà, ravie, moi je suis Dorothée Magny, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire qui est la deuxième édition d'un sujet très important qui est l'impact du Digital Market Act sur le SEO local. Et on va vous aider justement à vous y préparer. Donc, pour vous donner une vision la plus panoramique possible, on a réuni donc plusieurs expertes, en l'occurrence. Donc, on a déjà, tu peux aller sur, voilà, super. Julie Jacob, qui est avocate au barreau de Paris. Son cabinet Jacob Avocat est spécialisé sur tous les sujets tech. Donc, si vous avez des sujets blockchain, RGPD, IP, etc., c'est potentiellement le bon cabinet. Donc, elle va nous apporter son regard legal sur ce sujet du DMA. Je reviendrai après sur l'agenda. Stéphanie Barge également, qui est experte SEO et en particulier de tous les sujets autour de Google depuis très nombreuses années et on collabore parfois ensemble. Laetitia Lecacheur, qui est CMO chez Evermaps et dont la vision est doublement intéressante, je pense. Laetitia est également une ancienne cliente. Elle était CDO dans un grand groupe qui comporte un peu plus de 1000 implantations. Et donc, voilà, elle connaît bien ces sujets de SEO local et de valorisation des points de contact. Et enfin, donc moi-même, Dorothée Magny, je suis CEO d'Evermaps. En quelques mots, si jamais quelqu'un ne me connaît pas encore, Evermaps, on est une plateforme de visibilité digitale locale. Donc, on aide les réseaux de points de vente à faire en sorte que leurs points de contact soient les plus visibles et les plus attractifs sur Internet pour vous aider à générer du business et de la satisfaction. Voilà en 2 mots. Sur l'agenda qu'on vous propose, on va commencer donc par une approche donc portée par Julie. Que dit exactement ce Digital Market Act et potentiellement comment il y a un impact sur le sujet de Google local et du pack local. Ensuite, on va faire un deep dive avec Laetitia sur vraiment l'impact potentiel du DMA sur votre SEO local et se poser la question très concrètement, est-ce que cette directive est en train de siffler la fin du pack local tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, on va essayer de faire le tri un peu sur tout ce qui se dit par les experts là-dessus. En 3e étape, Stéphanie va nous plonger littéralement sur la recherche locale de demain, qui est en réalité aussi déjà en marche, pour vous aider à élargir justement votre vision de ce que doit être le référencement local du futur. Ensuite, pour que vous ayez vraiment une bonne préparation en fait à ces différents sujets, et que ce soit pour action aussi ce webinaire et pas simplement de l'acculturation, on vous propose 5 recommandations pour bien se préparer, sachant que tous ces mouvements autour du SEO local sont déjà en marche et que ce n'est pas en 2024 et encore moins en 2025 qu'il faudra poser les bases pour être prêt à ces différents changements autour de la recherche locale et du SEO local. Et ensuite, évidemment, on aura le plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser au fil de l'eau via l'onglet qui est à droite. Donc,
Je passe la parole désormais à Julie pour notre première partie, Legal. Alors, bonjour à tous. Merci pour l'introduction, Dorothée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu essayer de comprendre la situation et pourquoi le DMA va avoir un impact significatif sur le SEO. Et à mon avis, on va le voir, un impact sur l'affichage, notamment des fiches. Donc, on le voit qu'on a déjà un contexte. Je pense qu'il y avait une slide avant avec Thierry Breton. Déjà, je voulais vous expliquer un peu le contexte européen. Aujourd'hui, on a un commissaire européen qui est Thierry Breton qui a une volonté vraiment affichée de dynamiser la souveraineté numérique européenne. Vous l'avez vu avec l'énorme amende record de Meta, 1,2 milliard infligée par la CNIL irlandaise pour avoir transféré des datas de l'Irlande aux États-Unis. Donc, on voit que l'Europe, elle durcit le ton, elle a des outils en ce moment qui sont en train d'être préparés pour réguler les pratiques sur Internet de tout ce qui concerne le marketing digital. Donc, on a le DMA qu'on va étudier, le DSA, Digital Services Act, et on voit aussi là, en ce moment, le règlement sur l'IA, sur l'intelligence artificielle qu'on attend avec impatience. Donc, dans ce contexte où on voit que l'Europe veut vraiment occuper le terrain, il y a un contexte de domination des GAMAM, et parce que aujourd'hui, la Commission européenne a constaté qu'il y avait énormément de plateformes qui opéraient sur le marché européen et qu'il y avait juste une toute petite partie d'entre elles qui captaient l'essentiel de la valeur générée par ces activités. Donc, on est face à des GAMAM qui créent des situations de quasi-monopole dans leur domaine et qui influent sur des pratiques du marché, donc Google, Facebook, Amazon, Apple, avec des influences qui sont financières, technologiques et une place prépondérante sur l'ensemble de l'économie numérique. Et donc, dans ce contexte de la Commission européenne, eh bien, il y a ce fameux texte, le DMA, qui arrive et qu'on va regarder. Donc, il y a un changement de ton européen qu'on voit. Donc, ça, c'est la slide d'après. Qui est illustré par les amendes qu'on a vues, par un arsenal législatif assez costaud, hein, on l'a vu également, et puis des amendes, beaucoup d'amendes pour Google, qui a bloqué Calendly pour un peu promouvoir son propre produit de rendez-vous, qui a acheté des entreprises dans l'IA, qui élimine la concurrence en rachetant tout un tas d'entreprises. Et donc, cette position dominante, elle doit être encadrée. Et notamment, le DMA va être là justement pour donner des règles à l'ensemble de ce qu'on appelle les gatekeepers, on va en parler, et ces règles qui vont notamment influer sur votre sujet qui est le DMA, puisque dans ces règles, il y aura deux très importantes qui sont l'obligation de ne pas favoriser les services du gatekeeper au détriment d'un concurrent et également l'interdiction de préinstaller des applications et tout ça dans un contexte de transparence. Donc, on voit que le changement de ton est durci et ce DMA qui est entré en vigueur il y a quelques semaines a des enjeux, des cibles et des sanctions. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Les enjeux, c'est évidemment de réguler les gatekeepers, c'est évidemment d'intervenir en amont pour éviter les abus de position dominante. Et cette prévention va se matérialiser par une série d'obligations, d'interdictions qui, pour votre cas spécifique du SEO, sont vraiment stigmatisées par les articles 5 et 6 du règlement et notamment qui visent la fourniture de services et la transparence. Donc ça, ce sont les grands enjeux. Ensuite, nous avons les cibles. Les cibles, ce sont ce qu'on appelle les contrôleurs d'accès. Vous allez entendre beaucoup parler maintenant du terme gatekeeper. Ce sont voilà, ceux qui ont un poids important dans le monde du numérique, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les places de marché. Donc concrètement, c'est Google, Facebook, Amazon, Apple et sûrement d'autres qui sont dans le pipe de le filtre de la Commission européenne.
Et ce sont les acteurs qui ont un poids sur le marché. Et donc, ça, le DMA va venir préciser qu'est-ce que c'est qu'un poids important. Donc, il faut avoir un nombre considérable en termes de millions d'utilisateurs finaux. Il faut être situé dans l'Union européenne, avoir plus de 10 000 entreprises utilisatrices. Il y a tout un tas de critères pour fixer qui est gatekeeper, qui est contrôleur d'accès. Donc, ça, c'est les cibles. Et enfin, le troisième volet, c'est la régulation et les sanctions. Ça va imposer, ce DMA, des obligations et des interdictions, des mesures obligatoires et des mesures facultatives. Julie, je me permets de te couper juste une seconde. On entend tous un gros bruit de fond. Donc, ce que je vous propose, mesdames, c'est que chacune coupe son micro, sauf celle évidemment qui est en train d'intervenir, pour voir si ça règle le souci. Normalement, avec l'Icestorm, il n'y a pas ce genre de petit inconvénient. Mais voilà, coupons toutes, sauf Julie. On va voir si ça passe. Je te redonne la parole, désolée. D'accord, pas de problème. Ah oui, ben, en effet, il y a moins le son extérieur. Donc, la DMA prévoit des mesures pour réglementer les gatekeepers. Donc, on peut séparer en deux catégories, c'est important. Il y a les mesures obligatoires principales et puis il y a ce qu'on appelle les mesures plus subsidiaires. Dans les mesures obligatoires qui sont importantes pour vous, c'est l'obligation de ne pas favoriser ses propres services, le service du gatekeeper au détriment d'un concurrent. Il y a l'obligation de fournir un accès qui est juste, équitable, non discriminatoire aux données sur les services du gatekeeper et l'obligation d'avoir une forme de transparence. Dans les mesures secondaires, il y a l'obligation de partager les données, l'obligation de fournir des accès équitables aux canaux publicitaires et d'assurer la publication de rapports transparents. Donc, on voit bien que ce DMA, quand on s'intéresse au vif du sujet, sur les impacts sur le SEO, eh bien, on voit qu'il y a un vrai principe de non-discrimination qu'il faut retenir, à mon avis, puisque les gatekeepers ne doivent pas traiter de manière discriminatoire les entreprises sur les marchés concurrentes de services tiers sur les marchés numériques européens. Donc, ça veut dire qu'en ce qui concerne l'impact sur les résultats locaux de Google, ça veut dire que Google ne pourrait pas favoriser ses propres services comme Google Maps ou Google My Business, ou Google Business Profile, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui, Stéphanie, au détriment de ceux de ses concurrents dans les résultats de recherche locaux. Donc, on voit qu'il va y avoir donc un impact significatif. De même que, je pense qu'on peut passer à la slide d'après. Alors, ce sera sur le timing, mais je voulais vous dire que le deuxième sujet, c'est l'obligation de transparence. Google va devoir ou est tenu de fournir des informations sur la manière dont il classe les entreprises locales dans ses résultats. Et ça aura un meilleur impact dans la façon, une meilleure compréhension dans la façon dont les résultats des recherches locaux sont classés pour pouvoir améliorer son positionnement. Donc, je dirais que les perspectives d'évolution des résultats locaux sont plutôt positives, surtout avec le sujet de l'IA, l'IA qui vient enrichir de façon extrêmement plus illustrative avec le Search Generative Experience, le choix des internautes qui eux-mêmes décident de la recherche. Donc, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je dirais que le DMA n'est pas là pour faire peur ou bloquer. Bien au contraire, il y a des perspectives d'évolution que je trouve extrêmement enrichissantes. Et donc, voilà. Donc, je voulais vous faire une présentation assez business de ce sujet du DMA qui va être un outil pour permettre d'encore affiner vos outils et qui vont être enrichis avec de l'IA qui va permettre une expérience encore plus business et avec des résultats encore mieux positionnés. Donc voilà, j'ai fini ma présentation et je pense que je peux passer la parole à
Juste en 2 mots, Julie, sur la timeline. Là, on est en juin. Juste les prochaines étapes rapidement. Alors, en fait, on voit bien qu'il y a un texte qui est entré là, il y a quelques semaines, c'est entré en vigueur en mai. La notification, ça va être en juillet. La désignation des contrôleurs qu'on connaît, je vous les ai listés, ça va être le 6 septembre. Mais clairement, tout le monde est en ordre de marche. Google qui a été extrêmement sanctionné et on voit que les amendes sont de plus en plus lourdes, est en train de se mettre en ordre de marche pour coopérer. Il y a une coopération que je trouve quand même effective entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, voilà, le DMA sera vraiment effectif dès septembre, une fois que les contrôleurs d'accès, les gatekeepers, ont été officiellement nommés par la Commission européenne. Merci. Du coup, on va creuser l'impact du SEO local et est-ce que le pack local tel qu'on le connaît est en train de mourir, va mourir, l'est peut-être déjà. Je trouvais aussi intéressant dans cette histoire de transparence pour les acteurs comme Evermaps, si à un moment donné, on a aussi des infos plus objectives sur les différentes composantes de l'algorithme de Google, ça va aussi être extrêmement précieux si Google joue le jeu de fournir un peu mieux ces éléments-là. Ça va être précieux pour nous pour faire nos recommandations auprès de nos clients sur vraiment les 10, 15, 20, 30 priorités à adresser pour muscler le référencement de vos points de vente. Donc, c'est aussi, c'est un sujet qui se passe souvent un peu inaperçu, cette histoire de transparence sur l'algo. En réalité, il y aurait des impacts absolument géniaux pour des acteurs comme nous et, in fine, nos clients. Super, merci Julie et Dorothée. Voyons maintenant quel pourrait être justement son impact sur le SEO local et l'occasion bien sûr de tenter de répondre à cette question légitime que se posent de nombreux retailers. Est-ce que le Digital Market Act signe la fin du pack local? Avant de vous apporter des éléments de réponse possibles à cette question, il était important selon nous de remettre tout d'abord les enjeux actuels du référencement local et de visibilité de vos points de vente dans un contexte plus global. Ce que j'entends par là, c'est qu'être présent sur la première page de résultats de Google est bien plus complexe que le seul affichage de vos fiches Google Business Profile dans le pack local. C'est un pilier essentiel de votre visibilité, mais ce n'est pas le seul sur lequel vous pouvez dès aujourd'hui vous positionner. Vos données locales peuvent être mises en évidence à différents niveaux, que ce soit dans le bloc d'annonces sponsorisées, le bloc des annuaires, dans le pack local bien sûr, dans les résultats organiques, avec en plus, comme vous le voyez, une mise en avant de photos pour vous démarquer si votre store locator est bien optimisé dans ce sens. Vous avez également le module questions, sur lequel vos contenus peuvent être promus par Google, donc un autre moyen d'émerger dans les résultats de recherche locaux. Et enfin, le bloc de recherche associé sur lequel ni vous ni nous, finalement, n'avons d'influence, puisque c'est vraiment lié uniquement à une question de géolocalisation, à l'exception près, bien sûr, d'avoir une fiche Google Business Profile qui soit complète et à jour. Donc, dans cet écosystème actuel proposé par Google, on peut d'ores et déjà, avant même de parler du futur qui est déjà en marche, observer en fait les prémices de cette recherche locale de demain, à savoir d'une part la montée en puissance des photos et des vidéos dans les résultats de recherche, y compris dans le pack local, et d'autre part, on observe également que la recherche devient plus spécifique et plus précise via les filtres dynamiques qui peuvent complètement rebalayer finalement les cartes des résultats de recherche locale. Donc, que laisse finalement sous-tendre cette fonctionnalité récente? Eh bien, c'est que Google est en train de pousser les internautes à préciser au maximum leur recherche pour pouvoir proposer la meilleure réponse possible. Donc, avec ou sans le Digital Market Act, il faut déjà bien avoir à l'esprit ces enjeux SEO local
auxquelles répondre au mieux. Et sur ce point, donc du coup, je vous partagerai nos recommandations à la fin du webinaire. Donc maintenant, si l'on parle précisément de l'impact de cette loi Digital Market Act sur le pacte local, est-ce que cela va engendrer une perte de visibilité pour vos points de vente et par conséquent d'opportunités business? Donc selon certains acteurs du métier qui se sont exprimés il y a quelques temps maintenant et avant que Google nous dévoile ses dernières innovations, pour eux, nous allons voir le trafic des fiches Google Business Profile baisser drastiquement de quasiment 90% au profit des pages de Store Locator. De notre côté, chez Evermaps, nous suivons de près ce sujet et les évolutions aux États-Unis. C'est pourquoi nous sommes beaucoup plus modérés que ça. Il est très fort probable que le ranking des Store Locator s'améliore, mais pas de manière aussi radicale. Donc concrètement, voici une possible évolution du pack local qui apparaîtrait dans les résultats organiques du Store Locator, avec en preview les infos clés de vos points de vente et au clic un accès à la fiche Google Business Profile du point de vente concerné. Donc voilà, c'est un type de restitution possible de vos fiches qui circulent actuellement aux États-Unis et qui pourrait donc être une réponse potentielle au Digital Market Act. En revanche, les dernières innovations, notamment justement celles présentées il y a quelques semaines à peine par Google, laissent vraiment entrevoir bien d'autres opportunités de visibilité locale. Et donc, sur ce point, je laisse la parole à Stéphanie qui va vous en dire plus, vous plonger dans le futur de la recherche locale. Et j'ai envie de dire, je crois qu'on peut réellement parler de tsunami positif, bien sûr. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphanie. Alors, oui, bonjour. Donc c'est vrai qu'on a pas mal, énormément d'actualités avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle. On reste quand même dans l'incertitude, ça je veux bien le mettre en avant, pour plusieurs raisons. On ne sait pas ce que nous réserve le futur affichage et l'application de la DMA en 2024. Il y a une autre actu, donc c'est Google qui a lancé en version bêta aux USA le SGE pour Search Generative Experience, donc son futur moteur de recherche qui est en version bêta aux USA, donc qui est basé avec l'IA générative, hein, on va en reparler après, on va vous montrer en vidéo. Il y a aussi Bard, donc c'est le chatbot de Google hein, qui est mis en place aussi pour contrer Bing et ChatGPT 4. Et on ne sait pas non plus quelle va être la position de l'Europe face à toute cette montée en puissance de l'IA générative. Donc moi concrètement, donc, je vais vous parler du SGE, vous montrer ce qui nous attend peut-être en 2024, sachant qu'on n'aura peut-être pas le même affichage aux USA qu'en France à cause de la DMA. Je vais vous parler de Bard, de tout ce qui va arriver sur Google Maps, énormément de réalité augmentée, beaucoup d'immersion, avec toujours des informations qui sont toujours plus pertinentes, plus profondes. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et un dernier point que je trouve aussi important au niveau de l'écologie. Donc chez Google, il est très à cheval sur l'écologie, parce qu'il avait été accusé de polluer avec ses data centers. Donc sur Google Maps, il met en avant tout ce qui est trajet écologique, bornes de recharge électrique, etc. Je sais qu'on avait mis une vidéo, et ça, on peut la lancer comme ça.
Yes, yes, yes. Come say hello. 3, 2, 1, let's go. You got this. Let's go. Is a hot dog a sandwich? And the answer is Yes. no. Yes. No. Bon, alors ça, c'était, c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de son, parce que la musique est sympa. Donc, normalement, il y a la slide d'après, pour expliquer plus en profondeur qu'est-ce que SGE, pour monter d'un cran. Il y avait, avec, voilà. Donc, concrètement... Juste, Stéphanie, 2 secondes avant que tu plonges dans le SGE, parce qu'on sait qu'il y a des niveaux de maturité des gens qui nous écoutent un peu différents là-dessus. Pourquoi, en fait, c'est clairement lié à cette histoire de DMA? Pour 2 raisons. C'est qu'en fait, le DMA va challenger la restitution locale, on le voit, parce que quand même, Google n'est pas trop censé favoriser à ce point-là ses propres réponses. Donc, ça va chambouler complètement la façon dont les réponses locales vont être affichées. Mais finalement, si Google se dirige et déploie le SGE un petit peu partout, à partir du moment où, ce que disait Julie tout à l'heure, l'internaute va pouvoir accepter ce type d'affichage SGE, peut-être que Google ne sera plus taxé de favoriser ses propres services, puisqu'on aura décidé nous-mêmes d'avoir une restitution via l'IA générative. Donc, ça vient à la fois contrer le DMA et puis renforcer le fait que, de toute façon, Google est en ordre de marche pour complètement revoir la restitution des réponses locales. Donc, c'est lié à ce sujet-là à double titre, et le fait qu'on ait à l'activer, c'est vraiment clé. Je voulais insister fortement là-dessus. Ouais, ben ça, je comptais le dire, moi, tu l'as dit. Donc, c'est vrai que SGS, ça peut être une alternative à la DMA. Reste à savoir comment Google va s'entendre avec l'Europe, si elle va accepter. C'est pour ça que je mettais en préambule, il y a ce problème d'IA générative et savoir comment l'Europe va se positionner. Donc, c'est vrai que SGE, c'est vraiment une nouveauté. Donc, SGE, donc S pour search, G pour générative comme IA générative. L'IA générative, donc, vous en avez tous entendu parler avec OpenAI et Bing. L'IA générative, c'est quoi? C'est une forme d'intelligence artificielle. Elle vous permet donc de créer et de générer des nouveaux contenus à partir d'une base de données existante. Donc, concrètement, ça vous permet d'obtenir des nouveaux contenus qui sont sous forme de texte, de vidéos, d'images. Donc, il y a Midjourney, Dali par exemple. Quoi d'autre? J'ai dit texte, images, vidéos. Et il y a aussi du code, par exemple. Donc, c'est vrai que là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, on peut décider ou non de l'activer. Après, il faudrait descendre la slide. On va vous montrer comment se présente SGE. Donc là, c'est pour une requête généraliste. On n'est pas dans le local. C'était les premiers exemples qu'on a obtenus qui venaient des États-Unis. Donc, on a, quand on a activé SGE, la réponse qui est générée par l'IA, avec pour connaître la source de l'IA. Donc ça, c'est aussi le problème. On ne sait pas quelle source va réellement utiliser l'IA générative pour nous donner des réponses. Donc ça, on pourra savoir via le Google Expander. Donc on aura un premier onglet avec la réponse générée par l'IA, avec en dessous Ask a Follow-up. Donc ça, c'est pour engager un mode conversationnel avec le chatbot de Google. Et à droite de Ask a Follow-up, il y aura des questions pré-remplies, un peu comme des PA, donc des People Also Ask, avec des questions qui sont peut-être celles que tout le monde cherche le plus, donc qui nous permettront d'approfondir. Et avec Ask a Follow-up, on pourra vraiment dire à Google, bon ben voilà, moi j'ai besoin d'avoir plus de précision, donne-moi plus de précision, et on engagera un mode conversationnel, etc. etc. On s'aperçoit aussi qu'on a SGE, qui permettra d'afficher aussi un SGE pack, mais en dessous de SGE, on a quand même tous les résultats organiques d'avant. On aura aussi des annonces,
On aura aussi des carousels d'images. On aura donc les fameux résultats organiques avec des liens bleus, enfin une autre couleur, vers des sites. Et on aura aussi de la vidéo et de l'image. Après, on va voir donc pour une requête locale. Donc ça, on est en plein donc dans l'application de la DMA future ou pas. Donc là, c'est une requête meilleur électricien à San Francisco. Hein. Je le rappelle, on n'a pas accès à SGE en France. Donc là, on pose la question meilleur électricien à San Francisco. Donc il y a SGE qui apparaît en bleu et on nous demande. Donc, on a le choix d'utiliser SGE ou non. Donc, s'il y a ça qui apparaît, c'est vrai que ça serait vraiment une alternative à la DMA. On s'aperçoit que sans activer SGE, on a le local pack qui apparaît avec donc les 3 premières fiches qui sont issues de notre positionnement géographique. Et en dessous, on a les recherches organiques. Donc, si on active SGE, donc la slide d'après, ça c'est ça qui est vraiment nouveau, on n'a plus 3 fiches. Il paraît qu'aux USA, des fois, il y en a 3, des fois, il y en a 5, des fois, il y en a 7. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a une interface qui est plus agréable. Bon, ça, c'est à titre personnel. Hein. On s'aperçoit aussi qu'on a de l'image. On a sur les fiches GMB, on a des images. On a un carrousel encore d'images. On a des sites qui sont en haut à droite avec des liens cliquables. On a un local finder, donc une carte qui est plus large qu'avant, donc ça donnera plus de visibilité. Et avec Ask Follow-up, on peut approfondir des requêtes. Autre nouveauté qui est vraiment hyper importante, slide d'après normalement, on peut demander à SGE de comparer des fiches GBP, donc Google Business Profile. Là, dans cet exemple, c'est une question qui est donnée, donc on est à la Nouvelle-Orléans, donc en Louisiane, et on lui dit, voilà, moi, je voudrais trouver un restaurant, je suis avec un groupe de personnes, trouve-moi les meilleurs endroits pour manger à proximité de moi. Et donc, Google, donc SGE, va nous sortir 2 fiches, donc avec un carrousel d'images qu'on peut faire en plus défiler. Il va nous donner les avis clients, les prix, et on s'aperçoit aussi qu'il tire ces fiches, donc il nous présente ces fiches à partir des commentaires clients, puisque c'est des gens dans les avis clients ont mis et ont parlé de groupe. Donc ça, c'est hyper important, on en revient à la notion des avis. Et aussi, on pourra, en plus, en mettant le langage conversationnel, lui dire « Ah, tiens, j'ai entendu parler d'un autre restaurant, ou je l'ai vu sur un panneau d'affichage juste avant ou sur mon téléphone. Qu'est-ce que tu penses de cette 3e fiche ?» Et il vous mettra la 3e fiche en comparaison des 2 premières fiches qu'il vous a mis. Et il vous donnera aussi des informations dessus. Donc c'est vrai qu'on aura vraiment des recherches qui seront poussées, très précises, alors qu'avant on aurait demandé ça dans un Google traditionnel. Je pense qu'on aurait dû faire ou approfondir ou ouvrir 10 onglets. Voilà, donc ça c'est vraiment la nouveauté, et je trouve que c'est vraiment hyper pertinent. Google Shopping normalement. Donc pareil, de toute façon, SGE va s'appliquer à toutes les verticales de Google. Hein. Les verticales, c'est Google Shopping, Google Maps, Images, Actu, etc. On pourra, en activant SGE, donc obtenir des produits, et on aura des carousels, et on pourra engager un mode conversationnel et lui dire, voilà, bon là c'est bien, tu me proposes des vélos qui sont bleus, moi je voudrais des vélos rouges, donc là il nous mettra la couleur des vélos en rouge. Et pour les gens qui ont des stores locators, on pourra aussi lui dire, bon ben moi je veux un vélo déjà qui est en stock, un vélo qui est à tel prix, dans une telle fourchette de prix, qui a les meilleurs avis clients, et vu que Bard, c'est sorti ce matin, là, ça a été publié par Abondance, Bard inclut la localisation, et en plus Bard sera aussi intégré à SGE. On pourra lui demander de trouver un vélo rouge à proximité de chez moi. Donc ça va vraiment devenir très très pointu. Petite info pour vraiment que vous compreniez ce qu'est Bard. Hein. Donc Bard, c'est le chatbot, hein, un peu comme il y a sur Bing. Je ne sais pas si vous avez eu la présence d'esprit d'essayer. Donc là, c'est pareil, c'est encore une requête sur la Nouvelle-Orléans. On lui dit, bah, tiens, trouve-moi 10 points de vue à proximité de la Nouvelle-Orléans. Moi, j'ai essayé sur Paris, hein, parce que je suis pas de Paris, sur la Côte d'Azur. Et donc lui, il décide, voilà, de nous afficher toujours des images avec un petit texte, etc., etc. Alors, quelle source il va utiliser, on ne sait toujours pas. Mais on part vraiment dans du visuel, dans du conversationnel.
Voilà, donc ça, c'est vraiment toutes les actus, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que déjà, on vous laisse le choix et que c'est toujours pour obtenir une information toujours plus poussée. Autre actu, donc c'est vrai que Google Maps, et ça on n'était pas sûr, sera aussi affiché par Bard, donc ça c'est quand même super important. Et on pourra aussi, comme là je vais vous en parler après, demander à Bard de nous trouver des bornes de recharge à proximité, bornes de recharge électrique. Et aussi, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'actualité, Lens, donc Lens c'est la recherche visuelle, sera aussi intégrée à Bard. Là, je pense qu'on bascule sur Google Maps. Après, bon, un petit récap. Hein. Donc, c'est vrai que pour l'instant, SGE Pack, donc quand on choisit d'activer SGE, ça permet d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup de visuels. Actuellement, donc aux USA, on a le SGE Pack qui apparaît. Et en même temps, en dessous, on a le Google Search qu'on connaît actuellement qui affiche encore le Local Pack. Donc, en fait, on a deux local pack, SGE Pack et le local pack traditionnel avec les 3 fiches et SGE Pack avec 3, 5 ou 7. Donc on se retrouve avec 10 fiches GMB ou GBP qui peuvent apparaître, donc ça donne beaucoup plus de visibilité, donc c'est vraiment super intéressant. Laetitia et Dorothée en ont bien parlé. Travailler l'image, travailler les vidéos, travailler vos contenus, vos actualités. Plus vous donnerez des contenus qualitatifs et une expérience client positive et profonde, plus vous optimiserez vos chances de visibilité. On va parler de Google Maps. Donc là, c'est immersion, interaction et IA. Hein. Google Maps, c'est vraiment aussi optimisé avec l'IA. Je crois que là, on va parler de la recherche immersive, donc avec Immersive View. Ils en ont parlé il y a 3 semaines au Google Keynote I.O. qui a lieu toutes les années. Donc ça, c'est sympa, parce que moi, j'utilise très souvent Google Maps, hein, comme des millions ou des milliards de personnes dans le monde. Avant, quand vous demandez un itinéraire sur Google Maps, on pouvait dire, il nous marquait, voilà, 300 mètres, ou dans 1 kilomètre, ou dans, il faudra tourner à droite, ou prendre la 8, la 7, etc. Là, maintenant, avec la réalité augmentée, vous pourrez voir directement votre itinéraire. Donc, on pourra le visualiser. Moi, je trouve que c'est très important pour moi, la recherche visuelle. On pourra connaître la météo. Donc, si je prends mon itinéraire sur Google Maps en vélo, je pourrais dire, ah non, je ne prends pas mon vélo, je prendrais peut-être le métro, parce que là, dans 2 heures, ils annoncent de la pluie. Je pourrais connaître le trafic, je pourrais savoir plein de choses qui seront à proximité de moi. Et ça, on l'avait vu aussi pour les gens qui n'étaient pas là, on va en reparler. Il y avait Immersive View, donc en moins amélioré. Hein. Déjà, on pouvait savoir aussi l'ambiance du quartier. Donc, si moi, je prévois de faire un voyage à San Francisco ou à Paris, je pourrais savoir avec Immersive View l'ambiance du quartier. Je pourrais savoir, si je vais au Louvre, savoir s'il y a des restaurants à proximité, je pourrais savoir les hôtels à proximité, savoir si ce sera connaître la météo, le temps, s'il y aura beaucoup de monde, je pourrais savoir s'il y aura des guichets de banque, enfin ça devient hyper pointu. Après, il y avait donc Indoor Live View, ça ils en ont parlé à Google Live from Paris en février. Ça c'est sympa aussi, c'est pour les gens comme moi qui vont dans des lieux inconnus. Ou dans des centres commerciaux, que ce soit à Dubaï, Paris, on pourra donc avec la réalité augmentée, mettre la caméra sur son téléphone et être en immersion totale et dire attends, je suis perdu, je suis à Orly au terminal 2 ou à Nice pardon, au terminal 2, j'ai besoin d'aller au terminal 1, il faut que tu me guides. Et là, il pourra nous guider carrément en lui posant des questions. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et on pourra aussi avoir accès aux établissements, savoir s'il y a un Starbucks Café, savoir s'il y a un La Durée, etc. Donc toujours immersion. Donc Search with Live View, ils en ont moins parlé. Donc ça, c'est pareil, j'avais eu la chance de le tester quand je suis venu à Paris. Ça, on active le téléphone, la caméra. On est dans un point de vue à Paris ou à San Francisco. Et ça nous sort toutes les fiches qui sont référencés avec donc Starbucks, si j'ai besoin de trouver une assurance, j'ai besoin de trouver un cuisiniste, ça nous sort les fiches GBP. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc pareil, il faudra travailler les fiches, les attributs,
Là, c'est recherche multiple. Donc là, ça c'est avec Google Lens. Donc on est en pleine recherche visuelle. Ça c'est pareil, au niveau actu, ils n'en ont pas trop parlé parce qu'il y en a tellement. Ça, c'est à partir d'une image. Voilà, moi j'ai je suis végane, végétarienne. Je suis dans un endroit, je suis en Inde. J'aime bien tel plat, je vais le manger. J'ai une capture d'écran d'un plat que j'aime beaucoup, ou je l'ai trouvé sur Wikipédia ou même sur Google. Je le présente à Google Lens. Je lui dis, tiens, trouve-moi le plat que je veux manger à proximité de moi, que ce soit en Inde, en Chine, n'importe où. Et il va me sortir les restaurants où je peux manger le plat à proximité de moi. Donc là, on est en pleine recherche visuelle qui est couplée à la recherche locale. Autre nouveauté, et toujours avec les fiches GBP, j'ai encore du mal à dire. Ça, autre actu. Stéphanie, désolée de te couper, on manque un peu de temps. Je pense qu'on va zapper cet aspect-là qui est vraiment prio pour les gens qui nous écoutent. C'est vrai qu'il y a énormément d'actu. Exactement, mais là, voilà, ce qu'il faut retenir, parce qu'on va aussi passer sur cet aspect-là, tu l'as déjà très bien illustré, donc on va passer assez vite. Tout ça laisse à penser. Le but, c'est pas que vous reteniez tous les types de nouvelles restitutions hyper sexy que Stéphanie a présentées. Il y en a plein. Et comme elle l'a dit, aujourd'hui, on ne sait pas encore dans quelle mesure ça va se stabiliser, ce qui sera privilégié, est-ce que SGE va absorber tout le reste, bref. Mais il y a des recos justement pour adresser cette multitude de types de restitution. Et vous allez le voir, la façon dont vous gérez souvent votre présence locale en imaginant qu'avec juste un numéro de téléphone, etc., on peut optimiser tout ça. Là, il faut vraiment en fait passer la seconde et l'aspect reco va être très très important parce que cette diversification en fait des types de restitution locale, alors que bien souvent on visualise uniquement le pack local tel qu'on le connaît aujourd'hui, comporte beaucoup de challenges pour vous retailers en fait. En effet, et du coup merci Stéphanie pour cet apport de vision. C'est vraiment passionnant et je pense qu'on a tous ici et même toute l'équipe Evermap, j'ai envie de dire, hâte aussi de pouvoir tester en France ces innovations. Clairement, c'est pas encore possible. Mais on attend ça avec impatience. Donc, on retient notamment un point important, le fait vraiment de pouvoir nous laisser le choix d'activer ou non SGE, qui pourrait être en fait une réponse possible de Google au Digital Market Act. Donc, du coup, notre webinaire touche presque à sa fin. Juste avant d'échanger avec vous et de répondre à vos questions, voici donc nos 5 recommandations pour que vous puissiez à la fois anticiper et intégrer au mieux toutes ces évolutions, valoriser les assets de votre réseau et proposer bien sûr la meilleure expérience possible, que ce soit à vos prospects ou à vos clients qui sont en situation de recherche. Alors, première recommandation, continuez de mettre à jour et d'enrichir au maximum vos fiches Google Business Profile, quelle que soit finalement leur restitution demain. Vous l'avez vu dans la prospective de Stéphanie, le pack local pourrait, dans un futur très proche, proposer finalement plus d'opportunités de visibilité, que ce soit via l'intelligence artificielle, SGE, la réalité augmentée, les résultats organiques et bien sûr. Donc, gardez bien à l'esprit qu'avec ou sans le DMA, Google continuera de se baser dans tous les cas sur les données que vous renseignez sur vos fiches, les fiches de vos points de vente, pour les afficher dans ces futures restitutions. Donc, veillez à ce que vos données soient les plus fraîches possibles et que tous les champs soient bien remplis et au plus près de ce que vous proposez dans chacun, en fait, de vos points de vente. Donc, vraiment au niveau local. Voilà. Deuxième recommandation, continuez d'investir massivement sur votre store locator pour améliorer toujours plus en fait son autorité par rapport au store locator de votre environnement concurrentiel. Non seulement il se doit d'être une vraie vitrine de vos points de vente, mais aussi il vous faut travailler sur son optimisation pour en fait répondre aux recherches de demain qui seront bien plus précises et spécifiques comme vous avez pu le voir.
Donc, du coup, le simple fait d'afficher le numéro de téléphone, l'adresse du point de vente ou encore les avis, ça ne suffira plus demain. Il vous faut mettre en place une vraie stratégie SEO locale. On a beaucoup parlé dans le monde du digital d'une stratégie SEO. Aujourd'hui, le SEO local, quand on est retailer, prend une dimension encore plus importante quand on voit ce qui arrive pour très bientôt, et également une vraie stratégie de contenu locaux. Surtout que vous êtes en fait propriétaire de votre store locator, donc vous avez vraiment tout intérêt à continuer de capitaliser sur ce levier qui s'avère être un levier puissant et sur lequel investir votre temps et prioriser. Sur ce point, et à titre d'information, simplement pour que vous sachiez, chez Evermaps, nous proposons 2 stores locators pour répondre au mieux aux besoins, aux enjeux et au budget de nos clients, avec des fonctionnels vraiment très alignés justement à ces enjeux de SEO local, mais également à vos enjeux de conversion et de trafic, hein, c'est essentiel, que ce soit via une ergonomie qui est travaillée spécifiquement, une cartographie puissante et qui est optimisée avec des coûts maîtrisés, un bon maillage, l'intégration des microdata, des modules possibles de prise de rendez-vous en ligne, d'itinéraires, la mise en place de campagnes spécifiques en local. Donc voilà, donc d'un côté, nous avons la StoreLoc Factory qui embarque donc toutes ces pratiques que je viens d'évoquer. Il suffit de sélectionner les features parmi un large choix et ensuite vous disposez donc d'un store locator qui est à vos couleurs, live et pilotable depuis la console Evermaps en moins de 4 semaines. Et puis, nous réalisons également des store locators pour les réseaux qui souhaitent plutôt du sur-mesure. Donc voilà, les 2 options possibles. Quoi qu'il en soit, que ce soit en version standard ou sur mesure, voilà, nous attachons vraiment une grande importance à la qualité et à la pertinence de l'accompagnement que nous proposons à nos clients. Parce que voilà, disposer d'une technologie qui remplit ses objectifs et à laquelle votre réseau adhère, c'est déjà un excellent atout en soi, c'est évident. Mais l'accompagnement et le fait de construire un vrai partenariat engagé, c'est une brique aussi pour nous qui est réellement essentielle pour que vous puissiez optimiser en continu votre stratégie Web2Store et vous démarquer en fait de vos concurrents. 3e recommandation, investissez dans les photos et les vidéos. Vous l'avez compris par rapport à tout ce qu'on a pu se dire jusqu'à présent. Les visuels institutionnels aujourd'hui ne suffisent plus. Intégrez sur votre store locator et dans vos fiches Google Business Profile des photos et des vidéos locales qui soient contextuelles. Plus particulièrement, là, vous le voyez à l'écran, la vidéo est un vrai élément en fait de différenciation lorsqu'un de vos prospects effectue en fait une recherche locale, puisque la vidéo va avoir ce pouvoir en fait d'attirer immédiatement l'œil. Donc, ça peut être vraiment un moyen pour vous de diriger vers votre point de vente plutôt que vers un point de vente concurrent, un internaute qui est en phase de recherche. Et justement, demain, Google se servira de toutes vos photos et vidéos pour les multidiffuser finalement sur ces différentes restitutions qu'il va potentiellement nous proposer. 4e recommandation, diversifier votre visibilité. C'est aussi un enjeu important. Apple, par rapport à ça, se positionne et accélère sur la recherche locale avec le lancement d'Apple Business Connect. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Dans tous les cas, si vous souhaitez en savoir plus en fait sur ce nouveau levier, n'hésitez pas à nous envoyer un message, que ce soit par mail ou à nous contacter via LinkedIn. Nous serons ravis avec Dorothée de vous répondre. Et enfin, dernière recommandation ultra importante, qui est vraiment le socle de tout ce que l'on a pu voir précédemment, c'est vraiment de construire une base de données robuste. Ce que j'entends par là, c'est une base de données déjà riche, qui est capable justement d'intégrer vos photos et vos vidéos. Une base de données également structurée grâce à des champs qui sont normés.
une base de données évolutive, donc capable de prendre en charge de nouveaux champs potentiels qu'il conviendra d'ajouter pour être aligné avec les évolutions de la recherche à venir, et qui a aussi la capacité d'intégrer les données relatives à vos produits ou à vos offres et de les associer, de les lier spécifiquement aux données de chacun de vos points de vente. Souvent, en fait, chez nos clients, il s'agit de bases de données distinctes. Et demain, vous l'avez vu, notamment via le mix possible de SGE, de Google Shopping, etc., que Google souhaitera afficher spécifiquement si votre point de vente de telle ville propose ce produit ou ce service, à quel prix, s'il est en stock, si c'est un produit spécifié, la couleur, la taille, etc. Donc voilà, la base de données aujourd'hui, c'est vraiment la fondation de votre stratégie de SEO local. Alors, ça demande bien sûr du temps pour éventuellement réconcilier vos différentes bases de données, la structurer, mais voilà, nous vous invitons vraiment à vous mettre en ordre de marche par rapport à cet enjeu-là. C'est ce qui vous permettra d'être in fine prêt au futur multimodal, j'ai envie de dire, de la recherche locale. Et une dernière précision sur le sujet des bases de données, assurez-vous de ne pas être dépendant de votre partenaire tech. C'est vraiment un point important puisque nous, on l'a observé déjà avec nos clients. Donc, veillez bien à ce que vous puissiez récupérer vos données et vos données à jour à l'instant T, pas celles que vous avez embarquées au début sur vos canaux de diffusion, que vous puissiez récupérer donc ces données à n'importe quel moment et que vous soyez bien propriétaire de la validation groupée de vos fiches GBP et que ça ne soit pas votre partenaire en fait qui en soit le propriétaire. Voilà pour nos recommandations. Je tiens vraiment à remercier Julie, Stéphanie et Dorothée pour leurs interventions et leur partage vraiment très riche. Je vous propose à présent de répondre à vos questions. Si toutefois vous devez nous laisser dès maintenant, n'hésitez pas à prendre une minute pour nous partager votre avis sur ce webinaire. Cela nous fera bien sûr plaisir. Et donc, on se met tout de suite sur l'onglet questions. Est-ce que Dorothée, tu veux que je te laisse prendre la main sur l'affichage des questions ? Parce qu'en fait, les questions sont plutôt arrivées dans le chat, donc je te laisse les regarder et pour pouvoir les nommer et qu'on y réponde. Vraiment, ce sujet de travailler une base de données la plus transverse possible, la plus globale possible et pas simplement un nom de POI, un numéro de téléphone, une adresse et dans le meilleur des cas, une description et des catégories sous-catégories. Vous l'avez vu, c'est essentiel dans tout ce qu'on vous a présenté. On va également faire un webinaire le mois prochain sur l'IA et le SEO local. Et vous verrez à quel point, en fait, l'IA va venir piocher des infos, y compris sur votre store locator, qui peuvent lui permettre de vous placer avant les petits camarades parce qu'il aura trouvé des infos très précises. On a fait des tests, par exemple, cuisiniste Paris République, comme celui qu'on a fait là. Au final, notre client Xina arrive à se positionner à la question précise lequel de ces 3 cuisinistes propose des promos en ce moment, parce que sur le store locator, Xina joue le jeu d'y mettre ses promos, ses actus, etc. Mais même le fait qu'il recrute. Donc voilà, nous, comment vous aider aussi au mieux là-dessus. On a toujours été expert du store locator, donc on s'est embarqué en fait ça en front, mais on va livrer une nouvelle version de notre interface console cet hiver pour de plus en plus incentiver le local et le central à mettre ce type d'infos, c'est répondre à des FAQ, etc. Parce que c'est ça, en fait, qui va faire votre visibilité de demain, notamment par rapport à l'IA et au DMA. Donc, très important que vous ayez une vision très donnée et pas simplement front. C'est l'avenir pour vous. On vous présentera effectivement l'enregistrement. Du coup, tu as vu 1 ou 2 questions auxquelles on pouvait prendre le temps de répondre. Désolée, on a débordé. Exactement. Effectivement, ça a été posé dans le chat. On n'a pas de questions dans le volet questions, donc j'imagine que ça a été assez clair. On avait une question effectivement d'Alexis Breton. Alors, hop, j'ai mon feed qui se remet tout en bas suite à un dernier message. Je remonte le fil. Le store locator est-il aussi important pour un magasin physique que pour un professionnel n'ayant pas de lieu physique ?
Ça peut être une astuce quand on n'a pas de lieu physique. Alors déjà, soit vous n'avez pas vos propres magasins et vous avez des distributeurs. Et bien là, le store locator va être tout aussi important. Vous avez vu, je crois, dans les screenshots, il y avait Jeannot, ce sont des magasins en jouets, des jouets en bois. Ils n'ont pas leur magasin en propre, mais pour autant, ils ont besoin d'un store locator pour montrer où est-ce qu'on peut les trouver et faire du SEO et gagner du trafic. Donc, quand vous avez juste des distributeurs, oui, absolument essentiel d'avoir un store loc aussi. Après, le store locator, ça peut être une astuce en fait pour générer du trafic vers votre site, même quand vous n'avez pas de point de vente. Et là, à dispo pour discuter plus précisément du métier dont on parle, mais ça peut être des agents d'assurance nomade, etc. Et là, on va trouver potentiellement ensemble ce qui peut être référencé, ce qui peut être mis sous forme de pin, entre guillemets, sur le store locator, qui ne vont pas être vos implantations, qui vont être plutôt des zones d'intervention ou des anciens clients satisfaits. Ça peut être n'importe quoi, mais pour aller chercher du trafic via des recherches locales. Là, ça relève plus de l'astuce, en fait. Ensuite, nous avons une question de Karine. Les API sont-elles indispensables? Les API pour mettre à jour les données sur Google, c'est ça la question? Oui. Oui. Tout dépend de la taille de votre réseau. Nous, on est spécialisé sur les réseaux plutôt denses et on travaille surtout avec des réseaux à partir de 50 implantations. Si vous en avez moins, une vingtaine par exemple, tout géré par l'interface Google, ça peut être suffisant. Au-delà, en réalité, il faut industrialiser le sujet et faire à la fois de la mise à jour par API, mais à 400, typiquement, oui, la mise à jour par API, c'est juste vital. Il faut industrialiser, mais pas tomber dans le travers de croire que la mise à jour par API peut être suffisante, parce qu'en réalité, ça n'est pas suffisant. Ces données sont challengées par les internautes qui proposent des suggestions, par le fait que Google va aussi regarder ce que vous avez par ailleurs comme données sur votre store locator et d'autres sources. Donc, on va challenger ce qui est envoyé par API. Donc, il faut aussi une équipe de support chez vous ou chez votre prestataire, mais qui veille aussi à la stabilité de la donnée, qui contrôle les modifications et qui vous propose des recommandations. Voilà, parce que l'API, elle évolue. Bref, il y a une dimension aussi humaine qui n'est à pas négliger. La mise à jour uniquement par API, ça ne fonctionne pas en tant que tel. C'est un prérequis dans votre cas, mais ce n'est pas suffisant. Et on a donc une question de Tommy qui demandait, qui posait une question sur le fait que concerne la prévision de la chute de 90% des fiches GBP et de la présentation qui a été faite là ce matin. Je me permets justement du coup d'y apporter une réponse. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Ces experts qui se sont exprimés sur ce sujet-là l'ont fait il y a déjà quelques temps. Et en fait, il y a une semaine, 10 jours, Google nous a dévoilé justement ces dernières innovations qui viennent effectivement complètement balayer les cartes en fait de ces prévisions très drastiques en fait. Voilà, j'espère avoir été claire. Je vois que Somi est en train de compléter. En attendant, si vous avez d'autres questions, tel qu'on le connaît, visuellement, est amené à être challengé. De toute façon, Google va continuer à apporter des réponses locales. On a vu plein de pistes fantastiques avec Stéphanie et le SGE est en train d'absorber tout ça. Et donc, il faudra quand même lui fournir la donnée. Et donc, il faudra avoir un store locator qui va être celui qui a le plus d'autorité en fait en termes de pool de données à utiliser pour ces moteurs d'IA. Mais c'est aussi continuer à l'alimenter vous-même ou via un partenaire comme Evermaps. Et finalement, ce qu'il en fait, est-ce que c'est les fiches locales telles qu'on les connaît aujourd'hui ou est-ce que c'est les pins dans Immersive View, etc. C'est quasiment secondaire. Mais il faut se structurer pour lui envoyer de la donnée qualitative et fraîche. Exactement. Et donc, du coup, Tommy précise, donc le compte du DMA de Google avec SGE va augmenter et pas baisser la visibilité des fiches. C'est aujourd'hui, comme le disait Stéphanie, on n'a absolument aucune certitude. Ce sont des informations qui nous ont été communiquées par Google, qui sont en bêta-test aux États-Unis notamment. Mais en tout cas, ça nous laisse à penser effectivement que demain, on aura possiblement une démultiplication des types de visibilité possibles. Voilà. Et Stéphanie, vous savez que dans le SGE, il y avait des restitutions qui ressemblaient à l'ancien pack local, etc. Mais n'oublions pas la partie conversationnelle. Et dans cette partie, justement, on est sur des requêtes, des questions extrêmement précises. Et là, en fait, il va falloir aussi
apporter potentiellement des réponses, notamment via votre store locator, où là, tous les moteurs, finalement, que ce soit Bing ou Google, vont aller piocher au sein des avis que vous avez pu collecter, de la FAQ que vous avez pu mettre sur votre store locator, etc. Donc, une fois de plus, il y a cette partie PAC locale plus ou moins challengée, mais aussi de plus en plus le conversationnel qui va s'engager à apporter des réponses ultra locales à des questions extrêmement précises. Et là, c'est pour ça qu'on insistait sur la dimension de structurer votre donnée et mettre de plus en plus de contenu, notamment sur votre store log, pour leur donner de la matière pour répondre à ça dans ces conversations, en fait. Alors, on a Chloé qui demande quelles informations vous conseillez d'ajouter dans la base de données? On va tout en lancer quelques-unes. Tu as beaucoup parlé de photos, vidéos. Tout ce qui va être service, catégorie, sous-catégorie, accès personnes à mobilité réduite, tout ce qui fait la spécificité en fait de chaque point de vente. Ça va être aussi, si c'est possible, nous, je sais qu'on a des store locators où les clients ont été en capacité de le faire, les prix des prestations, ça va être important dans le conversationnel aussi. Ça va être... est-ce qu'il y a des annonces aussi de recrutement? Évidemment, les promos, les actus, les sponsorings en cours, tout ce qui peut venir parler du point de vente de manière indirecte. Les FAQ, c'est encore un sujet qui est assez négligé. Nous, on a fait des tests avec des clients de FAQ locales sur leur page ville, etc. Typiquement, ça marche bien. Des pages marques aussi. Enfin bref, c'est élargir le champ. Les marques qui sont distribuées dans chaque point de vente, pour ceux auxquels ça s'y prête, demain, ça va être important, en fait, tout ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On avait déjà pas mal, si vous en avez d'autres, les filles. Qu'est-ce qu'une page marque, demande Karine? Une page marque, c'est par exemple, je suis un distributeur d'électroménager. Je vais pouvoir parler de mon point de vente, des promos en cours, tout ça, mais aussi des marques que je distribue spécialement dans ce point de vente. Bon, moi, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on est bon. J'attends juste, je vois que Karine est en train de rédiger quelque chose. Ah bah super, génial, ce webinaire 100% féminin. On a reçu quelques autres messages, nous remercions. Écoutez, on est ravis. Merci en tout cas de vous être connectés avec nous et pour votre participation à ce webinaire qui effectivement est riche, passionnant et nous promet encore plein de belles choses dans l'avenir. Ça a été vraiment un plaisir pour nous quatre de vous partager tout ce contenu et de vous donner donc de la vision pour venir nourrir votre stratégie. Je vous encourage à nous suivre sur LinkedIn afin de vous tenir informés si vous le souhaitez. On partage également avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai envie de dire, sur notre page LinkedIn Evermaps, sur notre site ou encore dans notre newsletter. Donc, en fonction du canal que vous aimez bien consommer, n'hésitez pas aussi à nous suivre. Voilà, merci encore à tous. Merci aussi à tous ceux qui nous regarderont en replay. Et on vous dit donc à très bientôt par message ou lors d'un prochain webinaire. À très bientôt. Très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.